Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. Dans un monde globalisé en pleine mutation où les cartes semblent se redessiner, les décideurs africains appellent à une transformation radicale des modèles de financement du continent à l'occasion du Forum Ibrahim Governance Weekend 2025. Le développement ne se décrète pas, il se construit par des politiques ambitieuses, par l'investissement dans le capital humain et par une gouvernance économique rigoureuse. Un message fort adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux participants du forum. Un message lu par le conseiller du souverain André Azoulay. Bachir Thiam, vous êtes journaliste, vous êtes l'invité du Focus Éco. Nous allons parler aujourd'hui de développement, notamment du développement du continent africain. Bonjour. Bonjour, merci aussi de m'avoir invité. Alors, je commence donc par cette citation. L'heure est venue pour l'Afrique de tirer pleinement parti de ses énormes richesses, de créer des valeurs ajoutées, de générer des revenus destinés à financer son développement. Un message fort de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Oui, justement parce que ça renvoie d'abord au message de 2014, le discours d'Abidjan. Sa Majesté l'avait répété aussi à Madagascar en 2016, en décembre. Il disait que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique dans le cadre d'une coopération décomplexée. Il avait dit, tous nous pourrons ensemble construire le futur. Je pense que le futur, il est là. Ceci a été dit donc il y a bientôt 10 ans, ou même plus, quoi. C'était en 2014, voilà. Aujourd'hui, on parle de nouveaux modèles de financement de l'Afrique, donc pour le développement de l'Afrique. Parce que pendant très, très longtemps, il y a beaucoup de modèles. Hein. Il y a ce qu'on appelle la tontine. Vulgairement, c'est l'épargne traditionnelle. Donc, ça a été le premier mode de financement qui a été instauré par les populations africaines. C'était ça à l'époque. En tout cas, la technique financière, la maîtrise financière, c'était à ce niveau-là. Et ça a continué. Et puis, de petits modèles de financement, donc l'aide au développement, il y a des coopérations bilatérales, tout ça. Mais tout ça a donné 60 ans après que ce n'était pas peut-être le bon chemin pour développer l'Afrique. L'Afrique qui doit faire confiance à l'Afrique, vous l'avez si bien dit. Quels sont aujourd'hui les obstacles à la transformation, justement, à la valorisation locale de richesses naturelles de l'Afrique et comment surmonter ces obstacles, ces défis pour stimuler l'industrialisation du continent? Oui, on en parle très souvent quand on parle du développement de l'Afrique, on parle de l'industrialisation. Pour cela aussi, vous l'avez rappelé dans votre introduction, il faut un capital humain formé, bien formé. Parce que si on n'a pas de ressources humaines, on est toujours obligé de faire recours à l'étranger, donc aux étrangers, pour venir nous développer, ce qui n'est pas compatible avec le développement. Le développement se fait d'abord par nous et pour nous. Donc, c'est selon nos ambitions d'abord, nos ambitions politiques, économiques et sociales, qu'on peut mettre en place des plans de développement structurel, surtout. Parce qu'aujourd'hui, quand on remonte à ce Maroc d'aujourd'hui, il y a 20 ans, on s'est dit, il y a un jump, permettez-moi cette expression, il y a vraiment un saut qualitatif qui a été fait dans le cadre du développement global, dans tous les niveaux, ça peut être social, économique, politique, structurel, infrastructurel, etc., etc. En tout cas, ça a été fait et je pense que tout ça a été fait sur une base très réfléchie de former les cadres d'abord au Maroc. Donc, je pense que l'Afrique, pour sortir de ces contraintes, doit d'abord former sa jeunesse, la population très jeune. Mais si elle n'est pas formée, je ne parle pas juste de formation académique qui n'est pas adaptée, il faut une formation adaptée au marché de l'Afrique. C'est-à-dire que ce dont l'Afrique a besoin pour se développer, les secteurs et les plans sectoriels qu'on pourrait développer, comme le Maroc l'a fait en développant des métiers mondiaux du Maroc autour de 7 grands métiers, en disant c'est sur ces métiers-là qu'on va développer les ressources humaines, qu'on va les former, pour que ça réponde aux besoins du marché. Donc, aussi longtemps qu'on ne répondra pas aux besoins de l'Afrique pour se développer, on aura beau former des intellectuels, mais qui ne serviront finalement à rien du tout parce que ce n'est pas adapté au marché.
des formations qui soient adaptées aux besoins spécifiques du marché, du continent africain, le capital humain au centre de ce développement du continent, un levier de développement et puis une jeunesse africaine qui constitue aujourd'hui la richesse du continent et dont il faut pleinement profiter et exploiter, on va dire, le potentiel. Le défi reste aujourd'hui, en plus de l'industrialisation, l'emploi. Donc, comment la création de chaînes de valeur régionales peut favoriser aujourd'hui l'emploi et renforcer l'intégration économique sur le continent africain? Oui, d'abord en facilitant la mobilité des ressources, de ces ressources humaines, parce que si on ne peut pas se déplacer d'un pays à un autre, s'il faut entre Casablanca et Dakar passer par Paris, c'est un peu compliqué quand même, il faut le dire. Parce que bon, ça c'est le mauvais exemple, bien sûr. Heureusement encore, entre Casablanca et Dakar, il y a 2 à 3 vols par jour. Mais imaginez-vous, vous êtes à Johannesburg, en Afrique du Sud, vous voulez venir à Casablanca, vous passez par où? Vous êtes à Nairobi, vous voulez venir à Dakar, vous passez par où, etc., etc. Donc, aussi longtemps aussi qu'on n'aura pas de lien, donc de possibilité de mobilité entre nos pays, nos capitales, nos sites industriels et de production, pour faciliter la mobilité des ressources humaines. On aura beau former des ressources humaines, mais si elles ne peuvent pas se déplacer facilement, si elles ne peuvent pas se loger facilement, si elles ne peuvent pas se soigner facilement, se nourrir facilement dans les différentes capitales ou dans les différents pays, c'est aussi peine perdue parce que ça n'ira pas trop loin. Ils vont choisir d'aller ailleurs. Ce qui se passe d'ailleurs, on a tellement de ressources. L'Afrique forme beaucoup de jeunes, mais elle est où cette jeunesse? Elle est à l'étranger en général. Très peu reviennent encore. Ça commence, il y a un retour, il y a un mouvement de retour qui a été annoncé. J'ai pris encore l'exemple du Maroc que je connais très bien. Il y a un retour, un retour des cadres formés par l'étranger ou même d'abord formés au Maroc qui sont partis par faire leur formation à l'étranger, mais qui reviennent effectivement parce qu'aujourd'hui, ce Maroc-là offre cette opportunité de pouvoir bien d'abord se loger, se nourrir, se soigner et donc s'émouvoir et puis donc produire, travailler correctement. Donc je pense qu'il faut un cadre vraiment stratégique qui permette à toute la chaîne de production, toute la chaîne de valeur de s'intégrer dans ce cadre-là en disant formons-les d'abord dans les métiers dont on a besoin et une fois formés, on leur donne aussi la possibilité de rester. C'est simplement ça, je crois. Un cadre donc qu'il faut mettre en place aujourd'hui pour accélérer cette intégration économique africaine, réduire aussi la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs. Rappelons qu'au niveau des échanges africains, justement, l'Afrique dans le commerce mondial ne dépasse pas les 3%, ce qui est un taux encore trop faible. En tout cas, beaucoup de choses encore à faire. Comment expliquer que les échanges intra-africains ne représentent que 16% en fait, du commerce mondial, un petit peu? Oui, je sais toujours que c'est un serpent de mer. On revient toujours à la question de mobilité, donc de connectivité entre nos pays. Parce que si on n'est pas connecté par la route, par le rail, par l'aérien, par la mer, on ne peut pas faire du commerce. Le commerce, c'est lourd, c'est de la marchandise, c'est des matériaux, c'est très lourd en général. Donc, forcément, ça passe par des routes, par des avions, par des bateaux, etc. Bon, entre nos pays, il n'y a pas cette connectivité-là. Bon, l'Afrique a fait le choix aussi de se connecter par ailleurs à l'étranger, à tourner carrément le dos en Afrique. Donc, du coup, on n'est pas du tout connecté et ça pose problème. D'où le besoin de renforcer justement la coopération entre les pays du continent. Cette nécessité, en fait, ce n'est plus une option, mais une nécessité, comme cela a été adressé par le message de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Donc, dans une approche solidaire et de co-développement, le Maroc, notamment avec des projets comme l'initiative atlantique, comme le gazoduc africain atlantique, le Royaume est en train aujourd'hui de poser un petit peu les jalons pour cette coopération renforcée, pour cette intégration économique africaine, pour un nouveau modèle économique africain. Vous aurez remarqué, comme tout le monde d'ailleurs, il n'y a que le souverain du Maroc, peut-être qu'il porte ce combat-là de manière en tout cas assumé. Il l'a dit, il faut aller dans une démarche décomplexée de nos relations avec l'international, on va dire ça comme ça. Donc, forcément, il nous faut des leaders comme le roi du Maroc pour peut-être porter ce genre de combat. Parce qu'un seul ne peut pas le porter. Parce que
Le gap est tellement abyssal, le retard est tellement abyssal dans certains coins de l'Afrique, permettez-moi cette expression aussi. Donc, il nous faut vraiment des leaders. Il y a de grands pays en Afrique. Pourquoi ces leaders-là ne se manifestent pas? Pourquoi ils ne prennent pas le lead, comme ça doit être? C'est des leaders, forcément. J'ai rappelé le discours de Sa Majesté d'Abidjan. Quand le roi disait, mais il faut faire confiance, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Donc, je pense que c'était déjà le déclic de cette démarche-là. Et là, ça revient pour dire aussi, on doit carrément être autonome et indépendant sur le plan financier aussi. On doit imaginer des systèmes de financement pour financer nos développements. Parce que sinon, on va encore être dépendant de l'étranger pour s'endetter, pour financer. Et ça a toujours été compliqué. L'aide au développement aujourd'hui a prouvé ses limites parce que c'est des politiques qui ne sont pas pérennes, c'est des politiques de perfusion. On fait ça, ça nous tient en vie, mais ça ne permet pas de décoller. Ça, on l'a remarqué. Finalement, j'ai cité encore l'exemple du Maroc parce que le développement, ça se fait d'abord en interne par les populations concernées. Parce que c'est pour elles qu'on développe un pays, pas pour les autres. Donc, ça commence d'abord par l'interne et puis maintenant, l'aide étrangère est toujours bienvenue, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Mais la base doit partir de l'Afrique, par les Africains et pour les Africains. Je pense que ça, si on l'a compris, donc il nous faut des leaders comme le roi du Maroc, il nous en faut encore 10 peut-être au cours de cette Afrique-là, à chaque coin de l'Afrique, pour que la marche au départ de chaque coin, pour que ça puisse un jour se retrouver et puis donner le déclic, donc l'étincelle pour se développer, pour ce développement-là. Parce qu'on en parle depuis toujours, mais ça tarde quand même à décoller. Les initiatives se font, vous avez rappelé l'initiative Atlantique, c'est pour aussi désenclaver les pays du Sahel qui sont enclavés, qui n'ont pas accès à la mer. Le Maroc leur donne aujourd'hui l'opportunité d'accéder à la mer, donc de pouvoir commercer par la mer, alors qu'ils n'ont pas de mer, ils n'ont pas d'océan autour. C'est des pays enclavés. Ça, tout le monde le sait, mais personne n'a jamais pris une initiative de cette pertinence-là, sauf encore le roi du Maroc. Je pense qu'à partir de ce moment, les autres chefs d'État, voilà, des grands pays leaders de ce continent, il y en a, donc devraient aussi s'inspirer de cette démarche-là. Je pense que c'est seulement en ce moment qu'il y aura une démarche massive qui pourrait nous sortir de cette situation. Sinon, on va en parler longtemps. Une démarche qui doit s'inscrire dans cette logique donc de développer nos propres modèles, financer notre propre développement en fonction de nos besoins. Merci à vous, Monsieur Béchir Thiam, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes journaliste. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. Au revoir. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.